Madame, Monsieur les modérateurs, bonjour à tous. Je remercie le comité scientifique de la SFAR de m'avoir proposé ce sujet. Gros débat sur la surcharge hydrosodée, et vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans la physiopathologie. Je suis assez content parce qu'il n'y a pas trop d'overlap par rapport au sujet précédent traité par mes confrères. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt direct en rapport avec le sujet. Alors la première question, c'est est-ce que c'est mission impossible ou pas de réduire cette balance hydrosodée en réanimation? Premièrement, je crois qu'il faut un petit peu, comme les orateurs précédents l'ont fait, différencier les choses. On a beaucoup mis de choses sous le nom fluid overload. C'est un terme qui est assez compliqué. Il y a maintenant un peu une simplification et on a tendance à appeler ça maintenant le FAS, le Fluid Accumulation Syndrome, qui est finalement la résultante de l'œdème dans différents organes. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est probablement le plan respiratoire, cardiovasculaire, rénal. Et puis, en tout cas, moi, je travaille dans une réanimation chirurgicale et j'ai une certaine attention à tout ce qui est les sutures. Et donc, le plan cutané, ça m'intéresse particulièrement. Alors, vous connaissez tous la classique loi de Starling, et notamment cette description avec les flux de liquide des capillaires vers le secteur interstitiel, qui est principalement dépendant de plusieurs types de pression, donc la pression hydrostatique, qu'elle règne dans le capillaire ou dans l'interstitium, et puis cette pression un peu osmotique ou oncotique. Et il était classiquement admis qu'il y avait une nette filtration sur le versant plutôt artériel du capillaire, et puis une réabsorption de ce fluide au niveau plutôt veineux de ce capillaire. En réalité, ça n'existe pas vraiment. Il y a peut-être que quelques organes très spécialisés comme le rein ou le foie ou peut-être les intestins qui réabsorbent vraiment du liquide. La majorité de ce liquide, elle retourne dans la circulation systémique par voie lymphatique. Alors c'est important de dire pourquoi ça n'existe pas vraiment ce modèle-là, en tout cas qu'il a été révisé, c'est grâce à la présence du glycocalyx, donc qui a un gel à la surface des cellules endothéliales vasculaires et qui va avoir une propre pression oncotique et qui peut être dégradée évidemment dans les états d'agression aiguë. Et vous voyez que cette courbe de réabsorption là, de fluide, elle n'existe plus vraiment, il y a juste une augmentation, en fait un décalage, et il y a toujours une direction du fluide depuis le capillaire vers le secteur interstitiel. Et ça, c'est particulièrement important parce que la pression hydrostatique qui va régner dans ces capillaires-là, c'est le driver principal du flux de l'eau vers le secteur interstitiel. Et c'est d'autant plus important que vous le voyez, alors ça c'est des études qui sont assez vieilles, 1960, que vous avez finalement sur le tracé gris une pression hydrostatique dans un capillaire qui est normalement perfusé, le versant artériel, le versant veineux, vous voyez 40 mm de mercure pour le versant artériel et 15 mm de mercure pour le versant veineux. Et en fait, ce qui va compter le plus dans l'augmentation de la pression hydrostatique dans ce capillaire-là, c'est quand vous augmentez la pression veineuse. Et c'est tout l'enjeu des topos précédents, c'est que finalement la congestion veineuse et l'augmentation de pression veineuse a un impact beaucoup plus important sur la pression hydrostatique capillaire et donc sur le flux transendothélial qui existe. Un point aussi capital qui est assez, en tout cas, qu'on a redécouvert un peu. Donc, on a dit, en 2019, je crois, il y a un nouvel organe, c'est l'interstitium. On était tous assez surpris. Tiens, l'interstitium, oui, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on n'avait jamais vraiment identifié en tant que tel, en tant qu'organe. En fait, cet interstitium, il a la petite particularité, probablement, pas d'être un modèle à un seul compartiment, mais plutôt un modèle à deux compartiments, avec un compartiment qui s'équilibre assez rapidement avec le secteur plasmatique, il y a un compartiment qui s'équilibre beaucoup plus lentement où le fluide va s'accumuler. Et ça, c'est lié à ce qui va expliquer plusieurs choses. Vous savez, cette étude assez simple qui était faite par infusion de ringer lactate sur 30 minutes, 500 ml, chez des patients qui vont être conscients, réveillés. Et vous voyez que finalement, vous avez une équilibration des différents compartiments qui est un peu différente, et notamment ce VT2,
qui est décalé dans le temps, avec une augmentation qui, même chez les volontaires sains, va faire que vous avez du liquide qui passe dans le secteur interstitiel. Et la problématique, c'est la même chose, mais chez les malades qui sont anesthésiés. Et chez ces malades anesthésiés, vous voyez que ce VT2 augmente de façon nettement supérieure par rapport aux malades réveillés. Et ça, en fait, c'est nos malades de tous les jours, que ce soit en anesthésie ou en réanimation. Alors, comment finalement ça marche, et en tout cas pourquoi ça s'accumule dans l'interstitium, parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre. L'interstitium, il a grosso modo une pression aux alentours de 0 ou très légèrement négative en conditions normales. Et puis il faut le voir comme une espèce d'éponge qui serait écrasée en permanence, d'accord, mouillée mais écrasée, donc qui est dans son état physiologique. Quand vous avez une agression aiguë, en fait, vous avez des jonctions, des ponts entre les fibroblastes et les fibres de collagène qui vont se rompre. Et l'éponge, c'est comme si vous la relâchiez, donc c'est assez imagé, elle va se regonfler et elle va produire un espèce d'effet aspiratif. Et vous voyez que cette pression interstitielle, elle peut se négativer de façon importante et donc aspirer finalement du liquide depuis le secteur vasculaire vers le secteur interstitiel. Et c'est une théorie, en tout cas, dans le choc septique au tout début de la phase initiale. Le dernier concept que je vous ai introduit, et après on parlera vraiment de comment gérer cette balance hydrosodée, c'est le concept de coexistence d'un malade qui va être répondeur au fluide, mais d'un malade qui est déjà potentiellement en congestion. Et ça a été très récemment mis en évidence. Vous voyez que chez des malades qui sont répondeurs au fluide, vous avez une certaine proportion qui ont en tout cas des signes déjà de début de congestion. Et ça, c'est toute notre problématique de tous les jours. Faut-il ou pas remplir ces malades-là ? Alors, est-ce que c'est possible, finalement, de moduler cette balance hydrosodée, en tout cas cette accumulation de fluide ? Alors, ça a été détaillé par les auteurs précédents, enfin les orateurs précédents. Est-ce qu'on y va de façon précoce ou plutôt tardive ? Est-ce qu'on est plutôt réactif ou plus proactif ? La partie iatrogénique, etc. Donc, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, les stratégies classiques, c'est bien sûr l'utilisation des diurétiques. On en a parlé. C'est le traitement en fait de choix. Il y a eu un certain nombre d'essais randomisés sur le sujet et qui sont assez unanimes. C'est que c'est efficace pour réduire la balance hydrosodée, négativer cette balance, faire perdre du poids, etc. Et surtout, ce dont on a souvent peur, c'est qu'il y ait des effets secondaires rénaux, voire que ça puisse éventuellement aggraver la mortalité, et ce n'est pas le cas. Donc ça, les diurétiques, c'est assez facile. Ce qui est assez nouveau, en tout cas dans notre pratique quotidienne, c'est l'association maintenant des diurétiques. Avant, on était, c'est vrai, beaucoup furosémide. Il y a eu cette grande étude Advor, plutôt pour les malades congestifs cardiaques, qui associe de l'acétazolamide, donc qui ont des cibles moléculaires, en tout cas en termes de diurétiques, qui sont différentes. Et grosso modo, un malade qui a besoin de diurétiques, certes, s'il répond favorablement à la furosémide, on va laisser ça. Mais sinon, vous pouvez avoir des stratégies couplées de diurétiques, que ce soit avec des thiazidiques, que ce soit avec de l'acétazolamide, ou par exemple avec les nouveaux inhibiteurs des SGLT2. Un point important sur l'épuration extra-rénale, donc ça c'est un gros débat qui a fait rage et qui fait toujours d'ailleurs dans la littérature, avec faut-il dialyser ou pas précocement les malades. Alors si on s'intéresse uniquement aux études qui sont plutôt portées sur le sepsis, probablement qu'il ne faut pas le faire trop tôt, mais il ne faut certainement pas le faire trop tard non plus quand on a des critères, en tout cas congestifs. Et il y a une étude qui a été publiée dans le JAMA de l'équipe de Zabrock qui a une petite particularité, c'est qu'ils incluent beaucoup de malades de chirurgie cardiaque où évidemment la balance hydrosodée est importante en chirurgie cardiaque et vous voyez que les malades qui ont été inclus, ils ont quand même plus 6 litres de cumulative fluid balance positive. Et dans cette population-là, quand vous dialysez, surtout quand vous sortez de l'eau chez ces malades-là, évidemment l'outcome, l'outcome est meilleur en termes de mortalité. Donc potentiellement, c'est favorable l'épuration extra-rénale dans des populations ciblées, la chirurgie cardiaque, et peut-être chez des malades qui ont été beaucoup remplis de chirurgie post-opératoire, par exemple.
Alors, il y a des nouveaux objectifs de réanimation, en tout cas de nouvelles cibles dont on va un petit peu parler au cours de cette moitié de topo. Alors, en ce qui concerne finalement la pression on va dire dans les tuyaux et le volume, comment on peut jouer là-dessus? Vous savez, il y a la pression hydrostatique et puis il y a la pression oncotique. Donc il y a eu un certain nombre d'essais cliniques qui sont intéressés à ça et je vous présente très rapidement les principaux et qui sont d'ailleurs les plus récents sur, premièrement, en phase aiguë, ou en tout cas en phase très précoce, réduire ce que vous donnez comme fluide à vos malades. Ça, il y a 3 études principales qui ont fait le New England, on va dire, dans les 2 dernières années, qui sont le Classic Trial, Clovers et Waterfall. Alors, les 2 premières, c'est sur du choc septique, et la dernière, c'est dans de la pancréatite aiguë grave. La deuxième partie, c'est effectivement la pression oncotique. Donc, on a un peu parlé de l'albumine. Il y a eu des essais cliniques qui étaient SAFE et Albios il y a peut-être une dizaine d'années, dont les résultats, en tout cas, sont assez consistants entre les différentes études, que ce soit la restriction de fluide ou l'administration d'albumine, c'est que ça ne va pas améliorer la mortalité. Donc ça, c'était ce qu'on espérait. Par contre, de façon tout à fait consistante, il y a une diminution très nette de l'accumulation de fluide, et en tout cas du syndrome d'accumulation de fluide chez ces malades-là. Alors bien sûr, l'albumine, encore une fois, c'est un hot topic, c'est un hot debate, et probablement qu'il faut y songer lorsqu'on est à des volumes de remplissage dans le choc septique, dans le sepsis. Là, en l'occurrence, on a parlé de la péritonite. Est-ce que ces malades-là, quand on a un 4-5 litres en péropératoire, doivent recevoir de l'albumine? La question reste entière. Est-ce qu'il faut vraiment se baser sur un dosage d'albuminémie? Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui peut être envisagée. L'autre, on va dire l'autre cible, ou en tout cas, c'est probablement, vous avez grandi avec la réponse au remplissage vasculaire. Ça, c'est vraiment l'augmentation du débit cardiaque, l'augmentation du volume d'éjection systolique, etc. Alors c'est bien, je vous l'ai dit, il y a des malades qui sont déjà congestifs, mais qui vont rester répondeurs au remplissage vasculaire. Et donc, il y a certains auteurs qui ont proposé finalement des stratégies un tout petit peu différentes, qui peuvent être avec un certain rationnel physiologique. Et par exemple, c'est l'étude 65 qui va viser une pression artérielle moyenne. Donc ça accroche l'idée de la pression hydrostatique dans les capillaires, qui va être plus basse que le 65 classique millimètres de mercure qu'on utilise tous les jours. Donc dans cette étude-là, ils ont visé 60 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Et finalement, ils ont observé des résultats tout à fait comparables en termes de mortalité dans les 2 groupes, selon que vous visiez au-dessus de 65 ou en dessous. Donc ça, c'est un premier élément qui est intéressant, puisqu'on va limiter le volume, mais également la consommation de vasopresseurs. Le deuxième essai clinique qui est extrêmement important en réanimation, en tout cas qui fait changer un peu les pratiques, c'est l'essai Andromeda Shock, qui lui va plus se baser sur... On parle souvent de clairance de lactate, donc nous, on veut toujours normaliser le débit, peut-être à l'extrême, pour favoriser la clairance de lactate. Et cette étude-là, elle a comparé la clairance de lactate classique qu'on fait presque tous les jours versus des objectifs de pression tissulaire, c'est-à-dire avec le capillary refill time, qui est donc le temps de recoloration cutanée. Et là, dans ces études-là, elles ne sont pas significatives. Les 2 sont à la limite de la significativité en faveur finalement de ce qui est testé. Et en tout cas, tout ce qu'elles montrent, c'est que c'est faisable et que c'est vraiment safe de réduire, ou en tout cas de changer ces objectifs de réanimation classiques. D'accord ? Donc c'est probablement les objectifs de réanimation de demain. Peut-être exit le 65 mm de mercure de pression. Donc ça, Benjamin l'a largement évoqué, je ne vais pas revenir dessus, mais évidemment les apports dits pirates, c'est vraiment ce qu'il faut éviter en réanimation. Et un des principaux luttes contre ce volume de dilution de médicaments, etc., c'est simplement la voie orale, quoi. Vraiment, administrer du fluide par voie orale, administrer des médicaments par voie orale, ça marche très bien.
Un petit mot sur finalement le type, on a parlé du type de fluid maintenance qu'on utilise chez nos patients. Donc c'est vraiment les solutés qu'on laisse avec des fois les patients remontent en secteur. Là, dans cette étude-là, où ils sont intéressés à des malades de chirurgie thoracique, où on sait que la surcharge va aller rapidement dans le poumon qui est déjà agressé en post-opératoire, ils ont comparé deux stratégies. Une stratégie qui est finalement basé sur des solutés glucosés, on va dire, à faible teneur en sel, et le classique NaCl à 154 mmol de sodium. Et ils se sont aperçus que finalement, au bout de 72 heures de perfusion des mêmes volumes, alors conceptuellement, on dit toujours que le sucre va plutôt, enfin en tout cas le sérum sucré va plutôt en interstitiel, et ben, la balance hydrique, finalement, elle est plutôt négative, enfin, elle est plutôt moins importante dans le groupe qui reçoit du glucosé versus le groupe qui reçoit finalement une charge sodée assez importante. Donc ça corrobore un peu l'étude de Thomas tout à l'heure qui vous a présenté sur les administrations de sel qui sont importantes et qui ne sont pas très physiologiques. Donc les messages principaux sur cette première partie, là, c'est de limiter finalement tout ce que vous mettez en intravasculaire. Et si vous le limitez, il y aura peu d'impact sur la mortalité. Ça, c'est plutôt un signal qui est très, très rassurant. D'accord ? Probablement en état de choc. Alors au bloc opératoire, c'est plus compliqué de faire du temps de recoloration capillaire puisqu'on n'a pas été trop éduqué comme ça. Et surtout, c'est peut-être pas très physiologique. Mais en tout cas, en réanimation, pour des patients choqués, en choc septique, etc., probablement que ces nouvelles cibles sont très intéressantes. L'autre debate sur l'albumine, je ne reviens pas dessus, mais voilà, ça négative vraiment la balance hydrique. Alors, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer. Bien sûr, on a parlé un peu du glycocalyx. Alors, il y a eu pas mal de travaux sur ce composé-là. Et on sait qu'il y a quelques molécules, finalement, qu'on utilise un peu tous les jours, comme l'hydrocortisone, qui ont plutôt tendance à préserver le glycocalyx, en tout cas à le protéger. Mais il n'y a jamais eu vraiment de démonstration, on va dire, forte de l'intérêt sur le glycocalyx. Et puis, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans la littérature, c'est le rôle peut-être un peu oublié du plasma, en tout cas en chirurgie traumatologique, enfin en réanimation traumatologique, on y pense beaucoup. Le plasma apporte un certain nombre de molécules, d'éléments, etc., qui est peut-être favorable pour la restauration du glycocalyx. Et le dernier point, en tout cas sur l'aspect cellulaire de la chose, c'est de renforcer ces jonctions intercellulaires. Alors Thomas vous l'a dit, je cite le même papier que lui. Il y a un certain nombre de molécules qui ont été investiguées. Je vais en prendre deux exemples, qui sont le vasculotide, qui ont pour but finalement d'augmenter la force du cytosquelette et de moduler l'activité endothéliale. Et donc, le vasculotide, par exemple, c'est un peptide qui a été développé, qui est en voie d'évaluation, qui est un agoniste de l'angiopoïétine et qui va se coupler au récepteur TIE2 pour renforcer un petit peu les jonctions intercellulaires. Et donc, quand on prend des modèles expérimentaux, effectivement, le vasculotide va diminuer la perméabilité capillaire dans des modèles de choc hémorragique chez le rat, avec une préservation finalement des paramètres microcirculatoires. Donc c'est plutôt une molécule qui serait intéressante en tout cas. Le deuxième point, c'est l'adrénoméduline. Donc ça, l'avantage, c'est qu'il y a déjà eu des essais cliniques chez l'homme. Donc il y a un anticorps de l'adrénoméduline qui va finalement... le but, c'est un peu le même, c'est réduire cette hyperperméabilité capillaire. La seule chose, c'est quand on s'intéresse aux données là, dans finalement, les tableaux supplémentaires, on s'aperçoit que ça ne fait rien du tout sur la balance liquidienne chez ces malades-là. Donc on n'a pas l'impression qu'on réduit en tout cas le volume administré. Un point important, c'est finalement pourquoi ne pas augmenter la pression interstitielle. Je vous ai dit qu'elle était très négative. Essayons de la normaliser. Il y a une étude assez... on va dire intéressante, en tout cas sur le plan du rationnel, l'étude qui s'appelle Cocoon, où ils ont finalement momifié des patients de réanimation pour augmenter cette pression interstitielle et limiter la fuite capillaire.
Alors vous le voyez, la fluid balance est franchement différente entre les deux groupes. Alors le problème, c'est que c'est comparé à une cohorte historique, et ça a toujours quelques biais méthodologiques. Et le deuxième problème, c'est que vous aviez ce qu'on appelle des pressure injuries, donc des escarres, mais de type 1, donc qui sont vraiment des petites rougeurs. Pas grand-chose, mais en tout cas, ça c'est faisable. Un point que souvent on néglige, c'est finalement la mobilisation active de nos malades et l'arrêt des sédations. Et malheureusement, dans toutes les belles études randomisées qu'on a de très larges cohortes, il n'y a aucune donnée sur la fluid balance. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on pourrait penser intrinsèquement, en tout cas, que mobiliser les patients, ça mobilise les œdèmes, ça stimule les lymphatiques et ça résorbe peut-être plus vite l'œdème. Et ça, on n'a aucune idée, en fait, si l'hypothèse est vérifiée. Et je terminerai par ça, comme disait Steve Jobs, one more thing. Le dernier point, qui est très très peu investigué, en tout cas dans la littérature, c'est finalement favoriser la réabsorption de ces fluides depuis le secteur interstitiel par les lymphatiques. Et donc, bien sûr, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle, il y a juste des hypothèses, et notamment le rôle des phosphodiesterase, enfin des inhibiteurs des phosphodiesterase, donc type Viagra, etc., qui stimulerait les lymphatiques. Donc ça reste, on va dire, à explorer. Donc les take-home message, c'est les suivants. Donc le fluid accumulation syndrome, finalement, c'est une espèce de réponse physiologique. Il n'y a que quelques petites choses que vous pouvez faire pour lutter contre ça. Il n'y aura rien de miraculeux, en tout cas à l'heure actuelle, ça c'est une certitude. Les simples choses à faire dans la vie de tous les jours, c'est peser les patients. Un malade qui ne perd pas de poids, j'irais même plus loin que Benjamin, c'est même pas qui reste à un poids standard. Un malade qui ne perd pas de poids en réanimation, c'est pas un malade qui est normal en fait. Ça veut dire qu'il prend forcément de l'eau quelque part. Comme il perd du muscle chaque jour, il doit perdre du poids. C'est fait bizarre de dire ça, mais c'est la réalité. Les stratégies restrictives, elles sont faisables et bien sûr, elles sont sécuritaires. Donc, il ne faut pas hésiter à être plutôt sur le versant sec. Quand vous avez des fluides, on va dire, de maintenance à administrer au lieu du NaCl, privilégiez le glucosé. Utilisez de façon assez large les diurétiques. Probablement une place importante de l'albumine qui reste à préciser, peut-être après 4-5 litres. Et des concentrations fortes et petits volumes. Donc nous, en l'occurrence, on utilise beaucoup l'albumine 20%. Et voilà, tout ce qui est les nouveaux cibles thérapeutiques sont en cours d'investigation. Je vous remercie.